Bonjour Jean-Didier. Bonjour Déborah. Donc vous, c'est comme dans Ghostbusters, vous chassez les fantômes. Eh oui, je chasse le fantôme. Vous faites ça depuis quand ? Écoutez, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis devenu chasseur de fantômes, que je suis sollicité assez régulièrement. Alors, on a toujours l'image du chasseur qui va dans les châteaux, mais il faut savoir qu'on ne chasse pas que dans les châteaux, on peut chasser dans les habitations de tout le monde. Comment vous vous êtes dit un jour, je vais chasser les fantômes ? On se dit pas un jour, je vais chasser le fantôme, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qu'on a certainement en soi. Quand on a une sensibilité qui est assez forte, je vais même dire une hypersensibilité, parce qu'il faut être hypersensible, parce qu'en fin de compte, c'est cette hypersensibilité qui permet de capter les entités et en fin de compte, on rentre en dialogue avec. Ce qui est toujours un peu surprenant parce que... C'est-à-dire, vous rentrez en dialogue avec eux ? Je parle avec les fantômes comme je suis en train de vous parler, Déborah. D'accord. On a le même discours, D'accord. sauf qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas. Moi, j'ai un retour, on va dire, d'une certaine façon dans ma tête, mais j'ai un dialogue avec eux et je leur explique un petit peu le processus de ce qui est en train de se passer dans notre contact pour pouvoir après faire certaines choses avec leur accord toujours. Vous n'avez jamais eu peur ? Quand j'étais très jeune, si, j'ai eu peur parce que, en fin de compte, il faut savoir que moi, je suis devenu médium à l'âge de 15 ans quand j'ai perdu ma maman parce que j'ai vu clairement le décès de ma maman, ce qui est assez traumatisant pour un enfant. Et en fin de compte, j'ai été perturbé pendant de nombreuses années avec ça, mais ça me suivait continuellement et tout le temps. Et en fin de compte, il a fallu que je fasse avec et que je m'habitue à ça. Alors, j'étais pas obligé d'en faire mon métier, mais c'est devenu quelque chose qui est devenu courant dans ma vie de tous les jours. Vous dites que vous avez vu le décès de votre maman, vous lui en avez parlé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous aviez quel âge ? J'avais 15 ans et en fin de compte, j'ai pas eu le temps de lui parler de ça parce que elle est partie faire des examens médicaux, donc elle était dans un hôpital, mais elle ne se déshabillait même pas en fin de compte puisqu'elle s'allongeait comme ça sur son lit. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui s'est emballé et qui fait qu'elle est décédée très vite. Et moi, j'étais chez moi à la maison et je me disais, j'ai le sentiment qu'elle remettra jamais les pieds à la maison, qu'elle ne reviendra jamais. Pour moi, c'est fini, je la reverrai plus. Mais ça, c'est des pressentiments qu'on peut avoir quand il y a quelqu'un de malade ou quelqu'un qui part à l'hôpital. On a toujours cette crainte peut-être Oui, mais là, c'est beaucoup plus fort parce que c'est des choses qui s'imposent en soi. Moi, je fais aussi un peu de voyance à côté de ça. Voilà, je suis toujours persuadé de ce que je capte quand je fais de la chasse aux fantômes. Quand je rentre en contact avec une entité, je sais très bien pourquoi elle est là, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à sortir de ça. C'est quoi concrètement un chasseur de fantômes ? Alors, concrètement, si on peut dire concrètement. Ouais, c'est vrai que c'est pas très adapté dans ce genre de situation. Exactement. En fin de compte, le chasseur de fantômes, il est appelé pour aller dans un endroit pour checker, en fin de compte, ce qui s'y passe. Généralement, c'est des gens qui ont des problèmes paranormaux. Donc, il peut y avoir différentes manifestations qui se présentent, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent toutes seules, des horloges qui s'arrêtent, des pommes lumières, qui volent, comme à l'époque de l'émission Mystère sur TF1. Tout à fait. Il peut y avoir aussi des lumières qui clignotent puis qui d'un seul coup explosent. Ça, c'est les ampoules à LED, non ? Non. Ça clignote. Moi, j'ai vu ce genre de choses il y a très longtemps en arrière, justement, et j'ai participé à l'époque à Mystère plusieurs fois, l'émission d'Alexandre Balou. Et on n'a pas d'explication concrète, hormis le fait que, en fin de compte, l'entité, elle cherche le moyen de rentrer en contact avec quelqu'un qui est hypersensible, qui est voire médium, pour pouvoir instaurer un dialogue avec. Et généralement, c'est les gens qui sont d'une forte sensibilité dans une maison qui arrivent à capter les fantômes. Comment ça se passe donc ? On vous appelle ? Oui. On vous dit, voilà, il se passe des choses étranges chez moi. Oui. Vous allez chez les gens, oui. Du coup, et ça se passe comment à partir de là ? Alors, à partir de là, il y a une première petite visite qui se fait où moi, je vais capter, ressentir les choses, voir ce qui s'y passe dans différents endroits. J'essaye d'avoir le moins d'informations possible en amont pour pouvoir être complètement objectif. Vous n'allez pas voir sur Facebook alors le profil de la personne ? Non, je fais pas ce genre de choses. Il m'est arrivé dans des émissions de télévision d'expliquer, de voir d'ailleurs des gens qui me montraient des photos en me disant « Ah, vous avez vu, là, il y a quelque chose ». Et j'ai dit « Non, je pense pas. Là, je pense que c'est tout bêtement un problème d'appareil photo ou de lumière à un moment donné qui a donné un flash. Mais pour moi, c'est pas une entité. » Voilà, je pense qu'il faut être cohérent
cohérent et il faut être aussi sûr de ce qu'on fait et de la façon dont on le fait. Donc vous faites un tour chez la personne qui Oui. vous a appelé et ensuite vous avez du matériel. Comment ça se passe? Alors moi, je travaille principalement avec mon propre ressenti, avec mon intuition, avec mes visions. J'ai la chance d'être clairaudient et clairvoyant, c'est-à-dire que je vois et j'entends des choses. Et ces choses-là, ce sont mes outils de travail. Alors maintenant, à côté de ça, il y a des chasseurs de fantômes qui travaillent différemment. Hein. Comme dans Ghostbusters. Comme dans Ghostbusters, Avec le matos. avec les aspirateurs. Un peu ça. Mais généralement, eux, ils vont travailler avec des pistolets à visée laser qui vont mesurer des différences de température dans les lieux. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait souvent des baisses de température assez importantes dans les lieux où se trouvaient les fantômes. Avec le matériel, ça peut marcher oui, aussi. ça marche. Alors, on utilise aussi le dictaphone ou les vieux, souvent les très vieux magnétophones sur lesquels on peut faire varier la vitesse. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Sixième Sens. Bruce Willis, à un moment, il baisse le son et la vitesse surtout pour pouvoir capter et entendre des voix. Et ben ça marche encore très bien aujourd'hui. Pourquoi on vous appelle ? Parce que chasseur de fantômes, on se dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'ennuie en fait, qui me perturbe, qui me dérange et je veux le chasser de chez moi en fait. Alors, donc c'est pas des bons fantômes. Alors, il n'y a pas de mauvais fantômes. Ça, c'est dans la légende et c'est dans les films d'horreur. En fin de compte, les fantômes sont gentils et il n'y a pas de crainte et pas de peur à avoir avec les fantômes. Ça, il faut le savoir. Si c'était des personnes méchantes... Non, en fin de compte, le but du fantôme, lui, c'est de trouver un moyen de rentrer en communication avec quelqu'un. Donc, en fin de compte, il va utiliser certains moyens qui vont faire peur, effectivement, à certains moments, puisque si on fait claquer des portes, des fenêtres, qu'on casse des choses, qu'on allume et qu'on éteint des télés sans y toucher, ça fait flipper. Ça fait flipper. Mais, en fin de compte, c'est un moyen de dire « je suis là et je veux rentrer en contact avec quelqu'un ». Donc, pourquoi on vous appelle alors ? Alors, voilà, parce que, en fin de compte, les gens n'ont pas ces informations-là. Donc, en fin de compte, ils flippent, comme vous venez de le dire. Donc, ils ont peur et ils se disent, il y a quelqu'un qui est là, qui nous dérange et qui nous veut du mal. Mais ça peut être des proches aussi, non ? Souvent, c'est des proches ou souvent, c'est des personnes qui sont décédées et qui ne sont pas montées dans les plans spirituels et sont rattachées au matériel par rapport à une maison ou par rapport à l'amour de quelqu'un en particulier. Donc, du coup, ils veulent rester et ils veulent s'attacher à ce lieu ou aux personnes. Et en fin de compte, la discussion avec ce fantôme, c'est d'expliquer qu'il n'a plus rien à faire sur le plan matériel et qu'il faut qu'il monte sur le plan spirituel. Mais oui, mais il y a peut-être des gens qui sont contents d'avoir cette présence-là à leur côté. Quand on perd un mari, une épouse... Alors, enfant. On n'est pas obligé de savoir qui c'est. Généralement, on ne sait pas qui c'est. Les gens vous qui pouvez appellent. Pas lui demander au non, fantôme. Je veux dire, les gens qui m'appellent, eux, ils savent pas que c'est quelqu'un de près de leur famille qui est décédé. Donc, mais vous le découvrez. Moi, je le découvre. Moi, je leur explique et je leur dis. Alors, souvent, c'est plus des personnes qui ont habité avant. C'est-à-dire que vous arrivez dans une maison et dans l'historique de cette maison, il y a des personnes, des fois, qui sont décédées dans ce lieu et qui sont toujours rattachées à ce lieu. Par contre, vous avez d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, comme par exemple en Écosse, où c'est très prisé d'avoir des fantômes dans les maisons. Il y a même des gens qui veulent acheter des maisons avec des fantômes dedans, parce qu'ils sont bien avec, et comme ils disent, ils prennent le thé avec les fantômes, et ils sont très bien avec, et ils n'ont pas du tout envie qu'on les chasse. C'est même devenu une attraction touristique en Écosse, les châteaux hantés notamment. Tout à fait. Ça coûte combien quand on fait appel à vous ? Généralement, c'est le prix d'une consultation en cabinet chez moi, donc c'est dans les 150 €, donc c'est pas très très cher. La première fois que vous avez vu un fantôme, c'était où et quand ? Alors, la première fois que j'ai vu un fantôme, c'était il y a déjà quelques années de ça, et j'habitais dans la région normande. On m'avait invité à aller dans une maison parce que les gens s'y sentaient pas bien du tout. Et en fin de compte, cette maison, elle a une histoire très ancienne que je ne connaissais pas quand je suis arrivé sur le lieu de cette habitation. Mais le monsieur qui m'a accueilli était quelqu'un qui m'a dit tout de suite d'emblée, moi, vous savez, je suis médecin anesthésiste, directeur de clinique, et je peux vous assurer que vos histoires, j'y crois pas du tout. Je le fais ça et je vous fais venir uniquement parce que ma femme se sent mal et qu'elle a besoin de comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire la visite, j'ai commencé à expliquer mes ressentis en disant que j'avais le sentiment que c'était une maison qui avait été réquisitionnée pendant la guerre et que cette maison-là, en fin de compte, elle servait de lieu de torture
pour les partisans, pour les faire parler, etc. Et qu'il y avait beaucoup de souffrance et qu'il y avait même des personnes qui avaient été pendues, etc. Et tout. Et le monsieur a décroché à un moment, il est parti, il s'est en allé. Je me suis dit, il doit me prendre pour un fou. Et en fin de compte, quand on a fait tout le tour de la maison et que je suis arrivé en bas de la maison, il m'attendait avec un livre et il me dit, voilà, tout ce que vous venez de dire, c'est dans le livre. Il me dit, là, je suis stupéfait parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que vous avez vu des fantômes, mais vraiment vu comme moi je vous vois, comme on peut se voir ? Oui, tout à fait. Et le plus important et le plus dur, en tout cas pour nous, dans cette sensibilité-là, c'est qu'on capte aussi la souffrance au moment où ça se passe. Si la personne a souffert d'une pendaison ou de quelque chose, ou quelqu'un qui va partir, par exemple, j'avais contacté quelqu'un qui était parti par des problèmes pulmonaires, je n'arrivais plus à parler ni à respirer. Il y a une espèce de mimétisme où je me mets dans l'état dans lequel la personne se trouve au moment de sa mort. À quoi ça ressemble un fantôme ? Un fantôme, c'est toujours dans la légende avec le drapeau, le drap blanc et puis voilà les chaînes, etc. et tout ça. En fin de compte, un fantôme, c'est quelque chose de vaporeux. C'est une forme diffuse qu'on ne distingue pas toujours très bien, mais qu'on ressent. Qu'est-ce que les gens vous disent après votre intervention ? Très souvent, les gens me recontactent plusieurs semaines après parce qu'il faut attendre plusieurs jours pour que tout redevienne à la normale et que la situation reprenne le cours de la vie. Et généralement, ils me disent qu'ils retrouvent une certaine paix, une certaine tranquillité. Il y a un côté zen. Tout s'est apaisé, tout s'est calmé, tout est rentré dans l'ordre et les gens se sentent débarrassés, dégagés de quelque chose, quoi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse penser de vous, ce type est fou ou franchement, c'est quoi ce délire ? Parce que enfin voilà, on peut se demander, est-ce que c'est du baratin ? Les fantômes, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas vous prendre au sérieux parfois ? Oui, ça je le comprends parce que ça fait partie de ma vie depuis 30 ans. Mais comme je dis toujours, il faut tester, il faut essayer, il faut voir, il faut faire une chasse aux fantômes, il faut venir avec moi. On organise une chasse aux fantômes, on y va ensemble. Mais ça marche pas à tous les coups. Alors ça marche pas à tous les coups, mais généralement les gens qui viennent avec moi sur les chasses sont sensibilisés quand même et captent et ressentent des choses. Après, il y a une accentuation des choses qui se fait parce qu'on est dans un cadre particulier. En plus, généralement, on le fait de nuit, on le fait avec des lampes torches. Mais du coup, ça favorise aussi l'imagination. C'est ce que j'allais vous dire. Vous nous mettez en condition aussi, en quelque sorte. Il y a une condition aussi qui est là et qui fait qu'effectivement, ce conditionnement, il peut apporter certaines choses. Mais par contre, il est important parce que dans ces moments-là, on est plus en éveil. Notre esprit est à l'écoute et on n'est plus dans l'intellect. En fin de compte, ça ne marche pas quand on est dans l'intellect et quand on essaie de calculer, de savoir. Il faut se laisser porter, il faut se laisser vivre, il faut vivre les événements comme ils se présentent. On fait appel à vous quand, par exemple, on perd un proche. C'est un moment où on n'est pas forcément très bien. On essaie de se rattacher à quelque chose, de se rassurer. Est-ce que c'est pas profiter un peu de la faiblesse de ces personnes que de leur faire croire qu'on peut communiquer avec des fantômes ? Alors, ça, c'est plus la partie médium spirit, on va dire. C'est effectivement les gens qui perdent quelqu'un contactent un médium. Généralement, on donne la photo de la personne et on dit « Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec cette personne ?» Moi, mon travail est différent. Il est plus adapté sur des problèmes paranormaux. Mais je me déplace pas spécifiquement parce que quelqu'un a perdu son papa ou a perdu un membre de sa famille. Vous avez communiqué avec des proches qui ne sont plus là, puisque vous êtes aussi médium. Oui. Des proches à vous. Oui, tout à fait. Moi, j'ai communiqué avec ma maman, justement, mais pas tout de suite, quelques années après. En fin de compte, c'était tellement traumatisant et tellement dur parce qu'il y avait deux choses. Il y avait le décès, mais le fait de l'avoir vu et de l'avoir capté. Donc, quand on a 15 ans et qu'on ne connaît rien de tout ce qui touche le paranormal, on est perturbé parce qu'on se demande aussi, quelque part, si on n'a pas favorisé ou créé cet événement. À 15 ans, on peut se poser cette question. Donc, c'est légitime. Donc, il y avait la culpabilité et puis il y avait l'abandon. Donc voilà, ça c'était très compliqué. Et vous lui parlez encore ? Non. Parce qu'elle est partie dans l'au-delà, c'est ça ? Enfin, parce qu'elle est, Oui, et puis parce que moi, je pars du principe que, en fin de compte, il faut les laisser en paix. Ouais. Il faut les laisser évoluer tranquillement sans les déranger. C'est-à-dire que eux, s'ils ont besoin de rentrer en contact avec nous, c'est parce qu'ils ont des informations à nous donner ou parce qu'ils ont besoin de nous protéger. Quand on parle d'anges gardiens, la plupart de nos anges gardiens, ce sont les personnes de notre famille qui sont décédées, qui sont à nos côtés. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman ? En fin de compte, elle m'a dit, je pense comme beaucoup de parents le
font vis-à-vis de leurs enfants, c'est-à-dire qu'elle était très fière de moi. Et vous lui avez répondu quoi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre parce que j'étais un peu submergé. Et en fin de compte, c'est très compliqué parce que quand on arrive dans ce genre de phase, comme on est hypersensible, on est très vite submergé par les émotions. Donc on a du mal à communiquer, mais la communication, à ce niveau-là, elle se fait autrement, quoi. Par la pensée? Elle se fait par la pensée, par les mots, par le côté spirituel, par la prière, par tout un tas de choses, quoi. Comment on peut entrer en contact avec un esprit sans faire appel à un chasseur de fantômes? Et là, vous vous dites, bah non, mais je vais pas répondre à cette question parce que le but, c'est qu'on fasse appel à vous. Mais est-ce qu'il y a des astuces quand même? Il faut être prédisposé? Comment ça se passe? Oui, il faut être prédisposé. Il faut vraiment avoir cette hypersensibilité. Et de toute façon, je pense que on ne rentre en contact avec les fantômes que quand on est prêt à ça. C'est-à-dire que la personne lambda qui n'a pas cette forme de sensibilité ou d'intuition n'aura pas de contact. Donc, elle ne cherchera pas à rentrer en contact avec des esprits. Si elle va le faire, elle va plutôt essayer de le faire par le spiritisme, des expériences avec le verre, avec les lettres, comme on a tous fait quand on était ado. Ça marche? Ça Vraiment, marche, ça marche très bien. Moi, il m'arrive des fois de faire des séances à la suite d'une chasse aux fantômes, de faire une séance de spiritisme pour rentrer en contact avec le fantôme pour qu'il vienne expliquer et dire des choses aux personnes qui sont là. Donc, il faut de l'intuition. Il faut de l'intuition, il faut de la sensibilité, il faut se sentir concerné par rapport à ça. Et surtout, il ne faut pas faire ça comme si c'était un jeu de société. Ça pourrait être plutôt destructeur qu'autre chose. Parce qu'il faut savoir une chose. Ah ouais, destructeur carrément? Ben oui, parce que quand vous rentrez en contact avec les entités, vous les appelez, vous les faites venir, vous vous exprimez avec elles. Donc elles restent là, donc elles ne partent plus. Donc si vous n'êtes pas formé pour les faire partir ou pour les faire passer sur d'autres plans, des plans spirituels, elles vont continuer à vous déranger en disant « Attendez, vous m'avez contacté pour qu'on rentre en contact ensemble. Maintenant, il faut qu'on rentre en contact et que ça continue. » Donc, mais vous avez l'astuce pour savoir comment on les fait partir, mais vous ne voulez pas nous le dire, c'est ça? Non, c'est pas que je ne veux pas vous le dire, c'est que ça, c'est le côté qu'on appelle passeur d'âme, c'est-à-dire qu'on va faire passer les âmes dans un autre monde, toujours sur ce fameux plan spirituel. Si on veut se protéger d'un esprit maléfique, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en même temps, je me demande si ma question elle est logique, vu que vous aviez dit dans un précédent épisode qu'il n'y avait pas de méchants fantômes. Non, il n'y a pas de méchants fantômes, il n'y a pas à s'en préserver. En fin de compte, il faut simplement être cool par rapport à ça, prendre contact en se disant, bon, on va avoir une bonne discussion, comme des fois on a envie d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un de sa famille. On fait exactement la même chose, on rentre en contact, on discute, on bavarde. Ça peut paraître surprenant de vous le dire comme ça. Moi, j'ai été filmé plusieurs fois dans des émissions de télévision où je suis en train de parler à un mur, et c'est vrai, quand on voit les images, on se dit, il est à moitié fou celui-là, quoi. En fin de compte, le dialogue, il peut s'instaurer d'une autre façon et d'une autre manière. Ça peut être dangereux quand même de jouer avec le paranormal. Oui, il ne faut jamais oublier que quand le contact est établi, les esprits sont là et sont ouverts à la discussion avec vous. Et ils ne veulent plus nous lâcher après. Ils ne vous lâcheront plus. Comment vous vous protégez, vous? Moi, je suis très croyant et je prie beaucoup. Donc, c'est souvent des choses qui sont en rapport avec la religion, avec la prière. C'est ça qui vous protège? Toujours. Et puis, la conviction aussi de savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est protégé quand on fait des chasses aux fantômes parce qu'on y croit et parce qu'il n'y a pas de peur à avoir. Merci Jean Didier. Merci Libora.